Bonsoir, merci bien d'abord à la Maison de l'Urbanité pour l'invitation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Interenvironnement Wallonie, il s'agit d'une fédération d'associations qui sont actives en matière d'environnement sur le territoire de la région wallonne. Comme le temps est compté, je ne vais pas m'appesantir sur la présentation d'Interenvironnement et rentrer peut-être directement dans le vif du sujet. Pour d'abord vous proposer d'aller effectivement sur Mars, mais en restant les roues bien ancrées dans le bitume. Alors comment faire? C'est tout simple, il suffit de ne rien changer du tout. Actuellement, les Wallons parcourent ensemble en voiture particulière un équivalent de, soit je chose mes lunettes, je me tourne vers l'écran, je vais choisir le lunettes, ce sera plus facile. Voilà. Un total de 27 milliards de kilomètres par an. Si on rapporte ça en kilomètres par jour, ça fait 76 millions de kilomètres par jour, 75 millions de kilomètres par jour, ce qui équivaut environ à la distance moyenne séparant la planète Terre de la planète Mars. Donc là, en fait, la NASA a battu à plat de couture par le petit Wallon, il n'y a pas de souci, on continue comme ça. Mais comment en est-on arrivé là? En fait, c'est toute une histoire qui trouve ses racines dans les années 50, avec d'importants investissements publics dans le développement des infrastructures routières, au bénéfice principal des voitures et des camions. Avec relativement un éparpillement des activités sur le territoire, qu'il s'agisse d'habitat, de lieux de production, de consommation, de loisirs, une augmentation du taux d'autorisation de la population assez importante, avec corrélativement une amélioration des performances dynamiques et du confort des voitures, mais également une valorisation sociale de la mobilité et la construction d'une espèce de mythologie automobile, que ce soit à travers les films, les bandes dessinées ou les exploits sportifs de héros nationaux ou internationaux du type Jackie X, ici à sa victoire au Mans. Donc tout cela a fait en sorte que finalement l'automobile aujourd'hui fait système et quelque part nous enferme dans une logique de fonctionnement de laquelle nous sommes toutes et tous prisonniers. Quelques images pour illustrer peut-être tous ces différents points. Vous avez ici une carte IGN de Wavre en 1947 et puis la même en 1981. Vous voyez que effectivement le développement des infrastructures de transport n'est pas qu'un concept, mais est bien une réalité. Plus près que Wavre, près de ma petite ville natale de Spa, Nivzé, le petit village de Nivzé en 71, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais tout gosse. En fait, vous voyez qu'à l'époque, il y avait pas mal de fermes, quelques maisons d'habitation et des terrains qui étaient encore principalement à vocation agricole. Au centre de l'image, il y avait certaines des meilleures terres de la région. Et voilà ce que c'est devenu. Là, ce ne sont pas spécialement des infrastructures routières, mais des villas 4 façades qui ont poussé au milieu des champs de pâquerettes. Alors, qu'en est-il de la croissance du parc? Je parlais précédemment de l'augmentation du taux de motorisation de la population. Actuellement, en Belgique, nous avons 515 voitures pour 1000 habitants. Bébés et adultes en incapacité de conduire compris. On aurait pu croire, en atteignant le chiffre d'une voiture pour 2 personnes, que ça allait stagner. Que nenni, que nenni. En fait, la croissance du parc continue, encore et toujours. Et si on fait le bilan des voitures neuves, des voitures d'occasion, des voitures partant à la casse ou dans des pays tiers, en fait, on s'aperçoit que le parc s'accroît de 65 000 véhicules par an, ce qui représente une file continue par choc contre par choc de 184 km. Donc des Ardennes jusqu'à la côte belge, un petit bloc compact sur les routes belges chaque année en plus. Évidemment, cela, il faut le gérer. Mais ce n'est qu'une partie du problème. En fait, le sociologue de l'ULB, Pierre Lannoy, nous disait très justement, lors d'un colloque organisé par Interenvironnement il y a 2 ans, il n'y a pas 5,6 millions de véhicules en Belgique. Il y en a 100 ou 1000 fois plus. Des murs de Neuville jusque dans le salon, elles sont effectivement partout. Et ce n'est pas très compliqué de vérifier. J'ai fait l'exercice il y a 1 an. J'ai tenté de rassembler toutes les voitures qui étaient présentes chez moi. En 5 minutes, j'en ai rassemblé, je pense, 60. Je ne suis pas collectionneur de voitures, je ne suis pas un amateur de magazines automobiles, mais néanmoins, via les différents magazines qui traînaient dans la maison, via les vieux les vieux jours de mes gosses qui traînent dans le grenier, j'ai réussi à rassembler une 60aine de voitures en 5 minutes. Ces voitures, elles ne sont pas n'importe lesquelles et elles deviennent de plus en plus n'importe quoi. En fait, on aperçoit depuis une bonne quinzaine d'années une dérive du secteur automobile avec un écrasement des parts de marché des petites voitures, de type petites urbaines, petites polyvalentes, petits breaks, qui diminuent très très fortement dans les parts de vente des voitures neuves en Belgique, mais également dans tous les pays d'Europe occidentale, avec relativement une véritable explosion des parts de marché des véhicules plus grands, plus prestigieux ou plus agressifs de type SUV, pour lesquels, effectivement, là, je pense qu'il n'est pas exagéré de parler d'explosion des
aperçu sur l'occupation de l'espace public. Je viens de vous dire que j'étais Stadois. Effectivement, ici c'est le célébrissime Pouron Pierre le Grand au centre de ma petite ville natale. La photo a été prise de l'entre-deux-guerres, je pense au début des années 20. Je suis retourné sur le lieu du crime, l'appareil photo en main, et voici ce que ça donne de nos jours. Vous voyez que la fonction de rencontre, la fonction affinité sociale de tout cet espace public a été complètement capturée au bénéfice quasiment exclusif de la voiture et du camion. Et le petit dessin en bas à gauche vous illustre parfaitement, je pense, la manière dont finalement collectivement nous supportons ce partage tout à fait inégalitaire de l'espace public entre les différents utilisateurs. Ces petits éléments de constat que je viens de poser ne sont pas neufs. En 1996, l'OCDE organisait 3 jours de colloque international à Vancouver sur le thème du transport durable. Au terme de ces 3 jours de travaux, l'OCDE concluait que le transport n'est pas durable et le devient de moins en moins, pour autant que l'on adopte comme définition dans le transport durable un système qui permette d'assurer l'accessibilité aux biens, aux personnes, aux services, sans dommage à l'environnement et sans nuire à l'équité sociale. Assez intéressant, le fait que l'OCDE soulignait également que la possession, l'utilisation et la puissance des véhicules, 3 facteurs en augmentation, annihilait les bénéfices associés aux améliorations techniques apportées en matière de contrôle de la pollution et de l'efficacité énergétique des véhicules. Tout ceci, j'en suis bien conscient, trace un petit aperçu assez peu réjouissant des problèmes de mobilité. C'est pourquoi je vous offre un petit interlude comique. Comment ne pas agir face à cette situation? Alors comment ne pas agir? En fait, le premier axe, me semble-t-il, est le fait de donner dans le panneau du mirage technologique. Une petite histoire pour illustrer cela. Pardon Didier, je pense que tu l'as déjà entendu. Pour ceux qui travaillent dans une entreprise, une association, peu importe, ceci peut évoquer quelque chose. Il y a toujours quelque part un petit point cuisine où les collègues, un peu pressés, déposent leur vaisselle sale. Ça ressemble un petit peu à ceci. Que faire face à cette situation? Il y a toujours un génie dans la salle qui va vous dire « Pas de souci, j'ai trouvé la solution, nous allons installer un lave-vaisselle et ça va tout arranger. » On installe le lave-vaisselle, que se passe-t-il? On ne remplit pas le lave-vaisselle, on le laisse rempli, on ne le fait pas tourner, on ne le vide pas, et peu à peu, l'évier reprend son air d'antan. En fait, on a tenté, avec une béquille technologique, de pallier un problème comportemental. Et là, me semble-t-il, est le premier mirage qu'il faut éviter et que l'on n'a pas évité, malheureusement, avec le piège des agrocarburants qu'on a développé à grande échelle, qui, d'un point de vue environnemental, sont une catastrophe. Certains agrocarburants ont un bilan pire que les carburants fossiles, et qui ont créé de véritables désastres sociaux et environnementaux dans beaucoup de pays du Sud, avec une mise à mal de la possibilité de la population locale d'accéder à une alimentation de qualité. Pour rigoler, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans un débat auquel je participe, le mythe automobile, le mythe technologique, c'est aussi le mythe de la voiture à eau. Alors la voiture à eau, elle existe. Je l'ai rencontrée quand j'étais petit dans les pages du magazine Spirou. Là voilà, je pense que honnêtement, il n'y a pas d'autre. Autre manière de ne pas agir, en fait, c'est la démission politique. Le lobby automobile est très puissant et, avec des trémolos dans la voix, va dire aux politiques « S'il vous plaît, ne nous assommez pas avec de nouvelles normes, ne nous assommez pas avec de nouveaux règlements. Nous travaillons pour le bien commun, nous travaillons pour le bien de la planète. S'il vous plaît, nous travaillons également pour développer l'emploi. Vous allez massacrer l'emploi avec vos nouvelles normes. Ne faites rien dans ce sens. » Généralement, les politiques sont très sensibles à ce genre d'arguments, beaucoup plus que d'arguments que nous pouvons développer en tant qu'ONG environnementale, malheureusement. Et en fait, ici, un résultat. En 1991, la CEMT, Conférence européenne des ministres des Transports, nous disait qu'il y a vraiment un grave problème avec l'augmentation de la puissance des véhicules. Ce petit diagramme vous représente l'évolution du rapport entre la puissance du véhicule et sa masse ou son poids. Donc le rapport est exprimé ici en kilowatts par tonne de véhicule. En 1991, quand la CEMT tirait le signal d'alarme, nous étions environ à 58 kW par tonne. Nous en sommes aujourd'hui à 68. Et vous voyez que la tendance haussière ne fait pas que du contraire. J'en arrive à l'épisode 2, après ce petit interlude de mon exposé, atteindre Mars, cette fois-ci les pieds bien sur Terre. Un petit rappel peut-être d'abord, le système de transport actuel n'est pas durable, comme le disait l'OCDE en 1996, et les défis sont légion. Réduire le bruit routier, les émissions de gaz à effet de serre, les polluants locaux, pacifier l'espace public,
assurer l'accessibilité aux biens, aux services, mettre fin à l'insécurité routière, stopper la production de déchets utiles, mais également limiter la prédation en matière de ressources naturelles, instaurer l'équité sociale, sortir de la dépendance énergétique, supprimer la congestion, j'en passe et des meilleurs. En fait, comment parvenir à répondre à tous ces défis de manière structurée et systémique. C'est ici que intervient enfin le petit acronyme MARS, Mars pour mobilité alternative, respectueuse et solidaire. Il y a beaucoup de questions de nos jours dans le débat public de MARS, M-A-2-S, pour Mobility as a Service, donc la mobilité en tant que service, qui est un nouveau concept sur lequel se profilent pas mal de nouveaux acteurs en matière de mobilité qui sont principalement des fournisseurs de services, effectivement. Ça peut être par exemple des applications pour choisir la meilleure solution en matière de déplacement entre un point A et un point B en panachant différents modes de transport. Le concept de Mars revient peut-être à des choses un petit peu plus basiques, un petit peu moins technologiques, mais également un petit peu plus respectueuses de la nature et de l'homme. Comment y arriver? Simplement, je vous propose un deuxième acronyme, et même un troisième pour le prix de deux. En fait, c'est l'approche ASI que les ONG d'environnement suggèrent depuis très longtemps. ASI, en anglais, pour Avoid, Shift, Improve, ou en bon français, moins, autrement et mieux. Moins de déplacements, des déplacements effectués autrement, avec des modes alternatifs à la voiture, et particulièrement la voiture solo, et mieux avec des véhicules plus efficaces et de meilleurs services. Et c'est ici que le principe de Mars, Mobility as a Service, peut effectivement intervenir. Pour illustrer très très rapidement les différents axes, donc les axes moins, autrement et mieux, il y a différents moyens de mettre en œuvre de telles politiques. On vient, dans les deux exposés précédents, de parler de télétravail et d'autres solutions. Il y a également, ce qui a également évidemment été fortement souligné, les politiques d'aménagement du territoire, les politiques fiscales, politiques que les pouvoirs publics répugnent souvent à utiliser parce que généralement assez peu populaires, et les politiques économiques, avec notamment la relocalisation de l'économie ou la promotion de produits et loisirs de proximité. Autrement, ce sont principalement des mesures de type bâton et des mesures de type carotte. Au niveau du bâton, les mesures dissuasives au tout à la route, la fiscalité, encore une fois, les mesures qui fâchent, la taxation, les péages urbains, péages kilométriques pour les poids lourds, et également les aménagements et régulation du trafic. Mais les mesures incitatives, les alternatives à la voiture sont également légion, notamment en matière de transport en commun, au niveau de la couverture géographique, de l'amplitude horaire, du cadencement, de la correspondance, de la fiabilité. En tant qu'utilisateur quotidien du train depuis une bonne quinzaine d'années, j'ai vu se dégrader très très fortement à la fois l'amplitude horaire, à la fois le cadencement, à la fois la fiabilité des correspondances et à la fois le confort. Donc là, je pense qu'effectivement, on est malheureusement dans un trend assez négatif, notamment au niveau du train, ce qui est bien compréhensible dans un contexte d'austérité budgétaire qui force plus ou moins les pouvoirs publics à faire des choix parfois un petit peu douloureux en matière de développement des transports en commun. Bon, nous sommes à Liège, j'aime beaucoup Pierre Kroll, même s'il a mystique sur son bus. Je pense qu'ici, en fait, c'est quelque chose d'assez important en, fait, en matière de promotion en transport en commun. C'est le fait de souligner que contrairement à une voiture où on est tout bête, tout seul, tout con au volant, à ne rien savoir faire d'autre que éventuellement écouter de la musique ou conduire, et surtout pas téléphoner, parce que c'est très dangereux, dans un transport en commun, en fait, on fait à peu près ce qu'on veut. Moi, personnellement, je me tape presque 4 heures de train quotidien, mais en fait c'est mon deuxième bureau. C'est mon deuxième bureau et je travaille beaucoup mieux là qu'au vrai bureau, je dois bien le confesser. Petit mot sur le vélo. En fait, quand on parle vélo, on voit souvent 2 roues et puis le vélo de ma grand-mère, mais en fait le vélo c'est aussi, par exemple, un tricycle pour ceux qui ont moins bon équilibre, ce qui permet de faire en plus les emplettes en toute sécurité. C'est évidemment la remorque à vélo pour enfants, c'est évidemment le vélo cargo, merci bien, en version carénée ici, et en version adulte. C'est également, et ceci roule, le Conference Bike développé aux Pays-Bas. Alors, il y a autant de pédaliers qu'il y a personne sur la photo, mais il n'y a qu'un seul guidon, et ça marche. C'est également le vélo pliant. C'est également le vélo pliant que, en 1960, Gaston Lagaffe expérimentait déjà. C'est également la mini-voiturette à pédales, alors en différentes versions. Et également
également avec toujours ce génial inventeur dans les années 1960. Donc en fait, le vélo, c'est, me semble-t-il, le domaine de prédilection par excellence des développements technologiques que généralement on cantonne uniquement, malheureusement, au domaine de la voiture. Alors revenons à des choses un tout petit peu plus sérieuses, et puis j'en finis bientôt. En 2016, nous avons chez Interenvironnement réalisé une petite étude pour voir ce qu'il conviendrait de faire en répartition modale pour réussir effectivement à se placer sur la trajectoire de Paris et rencontrer le défi climatique. Alors les parts modales ici sont exprimées en volume de transport, exprimées en personnes kilomètres. Donc en fait, la personne kilomètre, c'est une unité de mesure qui permet de comparer quelque part des pommes et des poires. Vous prenez 3 personnes dans une voiture qui parcourt 10 km, ça fait, je prends des chiffres faciles parce que je suis fatigué, donc ça fait 3 fois 10, ça fait 30 personnes kilomètres. Vous prenez un bus avec 20 personnes qui parcourent 100 km, un quart on va dire, 20 fois 100, ça fait 2000 personnes kilomètres. Donc ceci vous permet de comparer un petit peu les volumes de transport des différents modes. Donc, comme on vient de le dire, en fait, 80% des parts modales pour la voiture actuellement en région wallonne, avec, suivant, le train à 9%, le bus à 3,5% et puis la marche vélo. En fait, si l'on voulait effectivement rencontrer les objectifs climatiques et respecter les engagements de Paris, il conviendrait, c'est la tarte grise en bas à gauche, de diminuer de 30% le volume total de transport et n'en garder que 70%. Et ces 70%-là, comment devrait-il se répartir? Mais finalement, c'est le camembert ici en bas à droite. La part modale de la voiture pour le déplacement restant devrait descendre de 83 à 46%. Le train se développait très fortement, de même que le bus, la marche et le vélo. Donc vous voyez, en fait, la vision FAST présentée tout à l'heure par Didier est très ambitieuse, mais ce qu'il conviendrait de faire si on veut effectivement éviter le chaos climatique est encore bien plus ambitieux, malheureusement. Je vous ai parlé de moins d'autrement. Voici en fait mieux concernant la voiture. Je pense que ceci c'est vraiment la voie royale. Depuis des années, les constructeurs automobiles sont entrés dans une dérive d'augmentation de la masse, de la puissance des véhicules. En fait, le mieux en matière de véhicules automobiles, me semble-t-il, est de retrouver la raison en développant d'autres formes de mobilité qui sont vraiment des véhicules qui correspondent finalement effectivement aux besoins quotidiens des personnes qui en moyenne parcourent quelques dizaines de kilomètres par jour. Ceci, en fait, est un véhicule 100% belge, développé ces dernières années, avec une masse très réduite, une puissance très réduite, une vitesse de pointe très réduite, et ceci permet effectivement de répondre aux besoins de mobilité quotidiens des personnes. J'en arrive enfin aux conclusions, en citant un auteur que j'apprécie particulièrement, Romain Gary, qui nous disait dans un roman, vous savez, dans la vie, qu'on s'avoue ou pas, on mise toujours sur l'arrivée des secours. Et finalement, c'est un petit peu ce que nous dit également le scientifique Hubert Reeves. Il faut éviter de laisser à l'avenir le soin hypothétique de trouver des solutions à nos problèmes contemporains. Je pense qu'avec des outils comme les statistiques du SFF, avec des outils comme le PUM de Liège, et également avec des outils comme simplement nos choix comportementaux quotidiens en tant qu'individus, nous avons effectivement tout ce qu'il faut pour ne pas attendre l'arrivée des secours, mais pour agir dès aujourd'hui. Voilà, merci bien.